Eh bien, bonsoir. Merci d'être là. Je suis très heureuse, moi aussi, personnellement, de vous accueillir. Alice, Sergueï, Christophe. Alors, on va parler de mise en scène et de politique, sans doute. Ça va être un peu ça, notre axe. Sergueï et Alice, vous êtes tous deux des cinéastes importants, à nos yeux, mais pas seulement. Et tous les deux, vous faites des documentaires et de la fiction. Christophe Kantchev, vous êtes, donc, comme ça a déjà été dit, mais je vais le redire, rédacteur en chef adjoint de la revue Politis, donc, et critique aussi de cinéma, et je crois auteur. Voilà. Alors, je voulais dire en préambule ou en introduction qu'il ne s'agissait pas, en vous réunissant, Sergueï et Alice, de dire ou de tirer un trait d'équivalence entre la situation en Ukraine ou en Russie et la situation française, évidemment. Mais ça n'empêche que, malgré cette différence, qu'on ne peut pas réduire, il y a des questions communes autour desquelles on peut peut-être dialoguer. En tout cas, on va essayer de faire ça. Et vous avez surtout un point commun très évident, c'est que vous faites tous deux un cinéma politique. Alors, je vais commencer par une question à laquelle, je crois, vous répondez dans vos films différemment. C'est celle de la distance. Voilà. La distance à laquelle vous mettez vous-même par rapport aux situations que vous filmez, notamment dans les documentaires, hein, aux gens que vous filmez, et la position dans laquelle vous mettez le spectateur. C'est pas toujours la même chose d'ailleurs, c'est-à-dire on peut placer sa caméra à un endroit et ça mettra le spectateur à un autre endroit. Tous les deux, vous répondez différemment, mais je vais commencer par Sergueï, parce que vous dites, Sergueï Loznitsa, une chose très forte, vous dites qu'il y a un degré de proximité impossible, en tout cas que vous ne souhaitez pas, une frontière que vous ne souhaitez pas franchir de l'intimité avec les personnes que vous filmez. Est-ce que votre cinéma serait celui de la non-identification, puisque la distance, c'est aussi un principe qui... un outil, on va dire, d'identification à un personnage, etc. Il me semble que vous vous refusez à ce processus-là, en tout cas dans les documentaires, et que vous mettez en jeu ce que vous appelez l'acteur collectif. C'est-à-dire qu'au fond, votre personnage principal, c'est la foule. Cela dit, on peut s'identifier à une foule, peut-être. Enfin, en tout cas, je vous laisse nous parler de ça. Bonsoir. Большое спасибо за приглашение. Merci beaucoup pour cette invitation. И возможность говорить. Pour la possibilité que j'ai de m'exprimer. За очень редким исключением у меня нет фильмов, документальных фильмов, в которых я бы имел главного героя или героев. À de très très rares exceptions, je n'ai pas fait de film documentaire dans lequel j'aurais des héros, ou même un héros. Я сделал только один фильм, где я снимал семью. Il n'y a qu'un film dans lequel j'ai filmé une famille. Все остальные фильмы, герои — это люди. И если вспомнить там, все фильмы, которые я делал из архива, или фильмы, которые я снимал, это герои, это люди. Et les autres, dans mes autres films, en fait, ce sont les gens qui sont des héros. Que ce soit des films d'archives que j'ai montés ou que ce soit des films documentaires que j'ai tournés, c'est d'une manière générale les gens. С одной стороны, кино дает возможность посмотреть на социальные процессы. Именно кино дает такую возможность и описать в большом масштабе изменения, которые происходят в обществе. Et le cinéma, d'un côté, permet justement de regarder les processus sociaux qui sont en cours et de montrer l'ampleur des changements qu'il peut y avoir dans une société. И я решил развивать драматургию, возможность такого рода повествования в своих фильмах. Et j'ai décidé ainsi de développer la dramaturgie de la narration dans mes propres films. Один из первых фильмов, который не имел главного героя, это не документальная картина, но тем не менее, и в которой была уже странная структура. Это фильм Эйзенштейна «Стачка».
Et le premier film, qui n'est pas un film documentaire d'ailleurs, dans lequel justement j'ai vu ce processus à l'œuvre, c'est dans La grève de Eisenstein. Второй фильм – это «Падение дома Романовых» Эсфирь Шуб. Le deuxième film, c'est un film d'Esther Schub qui s'appelle La fin de la dynastie des Romanov. И после этого фильма Дзиги Вертова. Там тоже нету главного героя, кроме человека с киноаппаратом. Он тоже не герой, а функция. Après, il y a eu les films de Vertov où il n'y a pas de héros, si ce n'est le héros du film L'homme à la caméra. Du coup, c'est une. Pardon, vous trouvez que c'est un trait occidental, finalement, plus occidental, de diriger un personnage en héros et de construire le film autour de... Нет, это не западный подход. Non, c'est pas une démarche occidentale. Это индивидуальный выбор. C'est un choix individuel. То есть я хотел закончить, я продолжаю определенную традицию. Pour finir ce que j'avais commencé, je voulais juste dire que je prolonge effectivement une certaine tradition. И в какой-то степени отвечаю на, скажем, фильмы Вертова. Et dans une certaine mesure, en fait, je réponds au film de Vertov. Фильм «Государственные похороны» – это ответ на его фильм «Колыбельная». Mon film Les funérailles de Staline répond au film Le Berceau. И так далее. Etc. Но не снимать, не подходить близко к персонажу – это мой выбор. Et ne pas approcher trop près un personnage, c'est mon choix. Две причины. Il y a deux raisons à cela. Я ничего не понимаю в жизни других. Je ne comprends rien à la vie des autres. Я не знаю, они понимают ли что-то в своей жизни. Et je ne sais pas s'ils comprennent quoi que ce soit à leur propre vie. Дай Бог мне разобраться в собственной жизни. Donc, faut surtout que j'ai la possibilité moi-même de m'y retrouver dans ma propre vie, de la comprendre. И зачем я буду туда ходить? Et pourquoi est-ce que je devrais aller vers là-bas? Вторая причина. La deuxième raison. Человек часто, которого снимают, становится, за очень редким исключением, актером, который отвечает ожиданиям режиссера. À de très très rares exceptions, en fait, la personne que vous filmez devient acteur et répond aux exigences et aux attentes du metteur en scène. Третья причина. Et une troisième raison. Вы можете, если вы видите сквозь, то есть через, и видите суть человека, показать ему то, что он о себе, может быть, не хочет знать. C'est également le fait que si vous arrivez à voir à travers lui, à trouver l'essence de ce qu'il est, peut-être c'est quelque chose qu'il n'a pas lui-même envie de voir et de savoir. Таким образом, вы разрушите его личную жизнь. Ça veut dire que vous détruisez en fait sa vie intime, sa vie privée. Он должен иметь свою историю, свое познание, себя. Il doit avoir sa propre histoire et se connaître lui-même. Кто давал такое право? Qui a donné ce droit-là? И я не хочу вступать в эти этические границы. Et je ne veux pas justement entrer dans ces limites éthiques. Для меня это вопрос этики. C'est pour moi une question éthique. Поэтому я делаю фильмы о истории, и там много что есть делать. C'est pourquoi je fais des films sur l'histoire et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a sans doute aussi des problèmes éthiques qui peuvent se poser quand on filme les foules et les processus sociaux. Mais je vais passer juste... On va en reparler du coup de ces questions-là et je profite de ce que vous venez de dire qui est très éclairant pour donner la parole à Alice sur une question où vous n'êtes pas, il me semble, mais peut-être je me trompe, au même endroit que Sergueï, sauf peut-être sur le souci éthique de ne pas dévoyer ou de ne pas trahir les gens que vous filmez. Mais dans votre il me semble en tout cas que votre démarche politique repose sur le fait d'inscrire justement des vies qui n'étaient pas, et vous l'avez très bien dit dans l'ordre symbolique des images, des récits, de les inscrire dans cet ordre symbolique, et dans le même temps de ne pas stéréotyper leur présence ou leur apparition.
Et donc vous, il y a des gens dont vous vous approchez, mais étant donné la plupart du temps la rigueur de votre cadre et la durée des plans, il me semble qu'on n'est pas non plus dans un processus identificatoire basique. Et ensuite, il y a vous-même dans vos films, et on en parlera après peut-être. Voilà. Bon, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous et avec Sergueï, dont j'admire beaucoup le travail. Moi, effectivement, c'est presque la question éthique. Je pense qu'elle est centrale et elle est inhérente à toute pratique documentaire. Mais en fait, les bornes, le cadre de cette question morale, de cette question éthique, chaque cinéaste, en fait, a le loisir de l'ériger. En fait, il n'y a pas d'absolu. Et effectivement, moi, mes films, enfin, la question éthique de mes films, enfin, je me souviens pour aller très précisément d'un film en particulier, La Permanence, la question éthique était au centre, était vraiment centrale, était préalable à toute la démarche de la mise en scène. C'est-à-dire qu'elle était presque constitutive de la manière dont j'allais mettre en scène ce film. Mais elle était centrale. Et en même temps, la question de l'intime, pour moi, contrairement... Vous pouvez nous dire, du coup, resituer La Permanence et pourquoi, justement, cette question éthique présidait à toute votre pensée sur ce film, juste pour les gens, pour ceux qui... Voilà. Alors, en fait, c'est un film que j'ai tourné il y a 10 ans dans un hôpital en banlieue parisienne. Et en fait, c'est dans un endroit un médecin généraliste et une psychiatre qui accueillait des migrants primo-arrivants qui arrivaient là après des maux qu'ils pensaient être totalement physiques, mais ils étaient totalement gouvernés et complètement traumatisés par la violence de leur statut, par la violence de leur non-existence administrative, de leur non-existence presque symbolique. Et cet endroit précis, dans ce couloir vétuste d'un hôpital de banlieue parisienne, était presque le seul endroit au monde où ils pouvaient être reconnus, où ils pouvaient être regardés, où ils pouvaient être finalement... au-delà de légitimer, ils avaient en fait un droit à une existence, en fait, juste dans la manière dont le médecin pouvait les regarder. Et donc, c'est des gens qui arrivaient dans un moment d'énorme fragilité, de grande vulnérabilité. Moi, je suis restée 1 an en repérage avant même de pouvoir envisager d'y introduire une caméra. Et en fait, la question de l'accord et la question de l'accord à ma présence et de l'accord au film ne s'est pas forcément fait sous un contrat assez classique juridique de signer un contrat de droit à l'image. Elle s'est fait vraiment dans une adhésion au projet, mais ce qui est très étrange, c'est que ça s'est jamais vraiment formulé de façon verbale. Ça s'est raconté dans la mise en scène, dans la manière dont les gens, en fait, utilisaient cet espace pour dire quelque chose et en fait, étaient d'une certaine façon co-metteurs en scène avec moi du film et du moment en fait où ils apparaissaient. Je sais pas si c'est... Et pour donner un exemple très précis, moi je tournais tous les mardis et en fait le médecin avait ouvert sa permanence le mardi et le vendredi pour laisser la possibilité aux gens qui ne voulaient pas être filmés de venir le mardi ou le vendredi. Bref, et le jour du cinéma, en fait, d'ailleurs c'est presque... Le cinéma était devenu pour les médecins et psychiatres et pour le médecin généraliste un outil de soin, c'est-à-dire que et les gens venaient en masse le jour du cinéma parce que déposer quelque chose et finalement être reconnu, être regardé par le médecin, par ma caméra et par les spectateurs futurs, il y avait quelque chose dans cette... Du coup, le tournage lui-même était agissant en fait. Était totalement agissant et en fait ça je l'ai pas du tout formulé, je l'ai pas du tout théorisé au préalable, je l'ai vécu dans tout le processus de repérage et dans tout le processus de tournage et en fait ça crée une espèce d'intensité extrêmement forte de présence à tel point que arrêter le tournage a été une décision extrêmement douloureuse et pour moi et pour les médecins et comme un concentré de vie, un concentré de nécessité. Et donc cette question de dire je veux être filmé ou pas, moi quand le film est passé sur Arte, j'étais obligée à l'issue du tournage de faire signer à tout le monde, mais je l'ai pas fait signer au moment où je tournais parce que je pouvais pas, la pièce était juste une pièce de 10 mètres carrés, les gens rentraient et en fait je savais tout de suite si les gens avaient envie d'être filmés, si j'établissais un rapport de pouvoir
ne leur laissant pas la possibilité de dire non. En fait, tout ça se voit, tout ça se sent, tout ça s'éprouve, mais de façon, c'est pas de façon directe, pas de façon verbale, mais ça s'éprouve juste dans la mise en scène, et tout se voit. C'est-à-dire que dans un film pareil, il n'y a pas du tout de place qui est laissée à quelque chose qui pourrait être un rapport de pouvoir, même un rapport de prédation par rapport à ce que ces gens avaient envie de dévoiler ou pas. Et j'ai le sentiment que le film en témoigne, et qu'il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, quoi. Parce qu'ils se sont emparés de l'espace que vous avez créé, quoi. C'est ce que j'ai le sentiment de ça, en tout cas. Et est-ce que l'un et l'autre, une question commune du coup, est-ce que il vous est arrivé de tourner, que ce soit avec cet acteur collectif que sont les mouvements collectifs, justement, dont vous parlez, Sergueï, ou vous, avec des gens singularisés, hein, dans La Permanence, mais aussi dans d'autres films. Est-ce qu'il vous est arrivé de tourner quelque chose que finalement vous n'avez pas monté parce que, pour des raisons éthiques, justement? Alors, je ne sais pas. Sergueï, peut-être? Non. Voilà. У нас был материал для фильма «Майдан», но это материал, который не мы снимали, который я не поставил в фильм по этическим причинам, но это прямо в кадре мы видим, как погибают протестанты, протестующие. И довольно близко смерть людей. Я его не поставил просто по этическим причинам, но это не материал, который мы снимали. Il y a eu effectivement sur mon film Maïdan des rushs, mais ce n'était pas nous qui les avions tournés, c'est des rushs qu'on nous avait donnés pour des raisons éthiques. Je n'ai pas monté ces rushs dans le film parce qu'on voyait effectivement des manifestants mourir trop près de la caméra, et je ne voulais pas montrer ces images, encore une fois, que nous n'avions pas tourné nous-mêmes dans mon film, pour des raisons éthiques. С таким вопросом я не сталкивался. Donc j'ai pas eu à résoudre cette question-là. Et alors vous, Alice? Bon, encore une fois, pour La Permanence, oui. En fait, j'ai beaucoup tourné. Mais effectivement, le cadre, la mise en scène, la rigueur du plan, le plan séquence, il y a beaucoup de situations que j'ai pu filmer et que j'ai pas monté parce que même si les gens m'avaient donné l'accord, en fait, je sentais que c'était un accord qui n'était pas complètement voulu, et ça se sentait dans le malaise qu'il pouvait avoir devant la caméra. C'est aussi dans des moments de très très grande vulnérabilité, de très grande intimité. Il y a des choses que j'avais pas du tout envie de dévoiler. Il y a des scènes de ce film que je n'aurais jamais montées si je les avais filmées de face. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées du point de vue du médecin, donc les gens sont uniquement en amorce. Et en fait, il y a beaucoup de situations. Par exemple, la dernière situation d'une femme qui fait carrément une crise en direct et qui est filmée de dos. Je pense que si j'avais été face à elle, et je n'aurais jamais assumé d'exposer la fragilité et la vulnérabilité de cette femme à ce moment ce moment de crise, à ce moment-là. D'autres cinéastes n'ont pas ce type de précaution. Et en fait, je ne juge pas, mais en fait, moi, dans ce film, de façon complètement intuitive, j'ai déterminé avec ma monteuse les endroits la question morale et la question éthique, elle s'est inventée ensemble, mais de façon très subjective. C'est pas un principe... Mais finalement, dans vos réponses, je me demande si il n'y a pas chez... Enfin, peut-être la réponse sera non, mais il n'y a pas chez Sergueï le Snitsa un dispositif pensé pour ne pas prendre ce type de risque, justement, pour ne pas se retrouver dans ce que vous disiez tout à l'heure, Sergueï, pour ne pas se retrouver dans une situation où on a filmé quelque chose qu'on ne peut pas montrer, où on a violé en gros l'espace, une intimité, et que chez vous, pour le cinéma que vous souhaitez faire, vous mettez quelque chose en place pour que ça n'arrive pas, mais il y a cette prise de risque malgré tout, ça peut arriver.
de tourner quelque chose, mais quand on s'approche des gens, ça peut toujours arriver, en fait. Mais même dans la fiction, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même fait une fiction sur une histoire réelle, sur une femme qui existe, une femme qui est encore vivante, qui a tué son enfant, qui a, à partir d'un procès d'infanticide auquel j'ai assisté à Berck, enfin, autour de l'infanticide de Berck. Et même dans cette fiction, je me suis fixé un cadre éthique et un cadre moral pour ne pas outrepasser quelque chose qui était de toute façon border, c'est-à-dire instrumentaliser, vampiriser comme ça la vie de quelqu'un qui existe. C'est extrêmement touchy. Et en fait, toute la mise en scène de Saint-Omer, toute l'écriture de Saint-Omer, je n'ai cessé de naviguer autour de cette frontière extrêmement touchy entre la vampirisation et une question politique. Ou même la spectacularisation, en fait. Mais ça, je trouve que vous ne cédez pas du tout à ce risque, parce que de par ce dispositif très frontal et de mise à plat du processus du procès, j'ose dire, en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans la spectacularisation, on n'est pas dans le film de procès. La spectacularisation, mais même jusqu'où j'allais dans la vie de cette femme. Ouais. Et qu'est-ce que je dévoilais, c'est-à-dire que me fixer très précisément sur tout le verbatim du procès, c'était aussi une façon pour moi de ne pas interpréter, de ne pas instrumentaliser, de ne pas instrumentaliser sa vie. Et ça a été pour moi, la réponse que j'ai trouvée dès le scénario, ça a été la précision quasi documentaire et de sa parole et de ce qu'elle a dit et de ce qui s'est passé au procès. Pour moi, et le procès étant quelque chose de public, je me suis autorisé ça, mais par contre, j'en ai pas du tout dérivé. Et donc, c'est comme une reconstitution, finalement, du coup. À partir d'écrits, à partir des procès-verbaux. Il y a quelque chose de l'ordre de cette démarche-là. Alors, c'est pas une reconstitution, parce que justement, j'ai pas voulu mettre en scène le crime, où j'aurais pu... Du procès. Oui, c'est ça. Mais à partir des... Je dis ça parce que chez Sergueï Loznitsa, il y a je crois, en tout cas c'est une question que je pose, mais la volonté de mêler parfois fiction et documentaire dans un film où vous reconstituez comme dans Donbass des scènes qui existent, qui ont été tournées, qui existent sur YouTube, etc. Et vous avez le souhait de mêler ça à des scènes complètement fictionnelles, ou des vraies scènes, ou du documentaire. Je crois que vous aviez un projet, je ne sais pas si vous l'avez fait, avec Babillard Contexte, de flouter au fond la frontière entre ce qui est reconstitué avec une dramaturgie qui vous est propre et des éléments strictement documentaires. Вернемся к этике. Revenons à l'éthique. В документальном кино для меня это вопрос, который возникает на момент съемки. Pour moi, dans le cinéma documentaire, c'est une question qui apparaît au moment du tournage. Съемка – это агрессивный акт. Parce que le tournage est un acte agressif. Это вторжение в жизнь. C'est une invasion dans la vie de quelqu'un. И насколько я могу поступить неэтично по отношению к другим в жизни. Et autant que je puisse être éventuellement peu éthique dans la vraie vie. Я отвечаю в момент съемки. Je réponds de cela au moment du tournage. В игровом кино совершенно другая условность. Dans le cinéma de fiction, c'est un dispositif complètement différent. В данном случае снимать можно все, что угодно. Dans ce cas-là, d'ailleurs, avec le cinéma de fiction, on peut tourner tout ce qu'on veut, on peut filmer tout ce qu'on veut. Как угодно. Comme on le veut. И вопрос этики – это вопрос отношения к зрителю. Et à ce moment-là, la question éthique revient à la question de la responsabilité vis-à-vis du spectateur. К его восприятию. À son regard. Le rapport à son regard. Что показывать, что не показывать. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on montre pas. Вопрос драматургии. C'est à ce moment-là une question de dramaturgie à la base, premièrement. Наше восприятие, оно не бесконечно. Notre réception, notre perception n'est pas infinie. И есть такие вещи, которые могут полностью разрушить нас. Il y a des choses qui peuvent complètement nous anéantir. И это вопрос ответственности режиссера. Et encore une fois, c'est là la responsabilité du metteur en scène.
Вот, собственно, все. Voilà. Это правило. Et du coup, j'insiste un peu pour poursuivre. Est-ce que vous avez déjà reconstitué voilà, des scènes qui existaient, que vous aviez visionnées, des séquences sur YouTube ou tournées par d'autres ou des rushs et avec l'intention, j'ai lu ça, mais peut-être je me trompe, peut-être vous avez, mais avec l'intention d'ajouter une dramaturgie. Да, но Voilà. да. Et de dramatiser au fond un peu de voilà. Нет. Non. Alors d'ajouter une dramaturgie, mais pas de dramaturgie. Не в этом дело. Non, c'est pas cela dont il retourne. Дело в том, что когда, например, рождалось документальное кино, оно рождалось как кино игровое. En fait, quand le cinéma documentaire est né, il est né comme du cinéma de fiction, Желание все контролировать. avec le désir de tout contrôler. Отсюда идея пропаганды. D'où l'idée de la propagande. Я был очень удивлен, когда я работал, например, с хроникой блокады Ленинграда. J'ai été stupéfait quand je travaillais avec les rushs du blocus de Leningrad. Когда я увидел несколько дублей одного кадра, J'ai vu plusieurs prises d'une seule et même scène. идет человек по заснеженной улице On voit quelqu'un marcher dans une rue enneigée и падает. et tomber. Второй дубль. Deuxième prise. Бежит девочка. On voit une jeune fille courir, une С petite fille портфелем. courir, avec un cartable. Следующий кадр — это летит самолет немецкий. L'image d'après, on voit un avion allemand survolé. Следующий кадр — взрыв. L'image d'après, on voit une explosion. Лежит рука девочки. On voit la main de la petite fille par terre. Открыт учебник. On voit un manuel ouvert. И все это засыпано землей. Et tout ça est recouvert de terre. Это игровая картина. Et ça, c'est un film de fiction. Мой вопрос очень простой. Donc ma question est très simple. Война перед глазами, у вас камера. Vous avez une guerre qui se déroule sous vos yeux et vous avez une caméra. Обстреливают каждый день. Почему вы не снимаете? Puisque des gens se font tirer dessus tous les jours, pourquoi est-ce que vous ne vous servez pas de votre caméra? Зачем необходимо создавать? Pourquoi est-ce qu'il faut impérativement créer? Это я Фабрики. процитировал фильм Романа Кармена «Ленинград в борьбе». Je pourrais citer le film de Roman Carmen, Leningrad en guerre, dans la lutte. И ответ не очень такой простой на этот вопрос. Et donc cette question, elle n'est pas si simple pour y répondre. Идея контроля. C'est l'idée du contrôle. Все должно быть под контролем. Tout doit être sous contrôle. Это не только касается тоталитарного общества. Et ça ne concerne pas que les sociétés totalitaires. Ну, в принципе, человеческого представления о мире. C'est la vision humaine du monde. Вы создатель мира. Vous créez le monde. И он должен быть подчинен вам. Et il doit vous être soumis. Когда телеканалы спрашивают сделать какой-то фильм, Quand une chaîne de télé fait un film, они желают иметь какой-то результат, ils veulent avoir un résultat о котором они знают заранее. qu'ils connaissent auparavant. Речь идет о документальном фильме, мы не знаем, как это произойдет. Et là, on parle d'un film documentaire et on ne sait pas ce qui va arriver au bout du compte. Если мы возвращаемся к фильму «Донбасс», который я сделал по мотивам роликов, которые были сняты аматорами и выложены на YouTube. Et si on revient au film Donbass, effectivement, et que j'ai vu un certain nombre de séquences qui avaient été tournées par des gens et qui avaient été mises sur YouTube, то для почти каждого из этих роликов я дописал финал. pour chacune des séquences que j'avais vues, j'ai fini par écrire une fin à ces séquences-là. То есть, конечно, я вторгся туда. Ну, вторжение было. Donc c'est une entrée, en fait, je suis rentré dans ces images-là. В принципе, я вам скажу, что да, это игровая картина. Мне необходимо, чтобы история заканчивалась и был смысл у каждой истории. Comme c'était un film effectivement de fiction, il était important pour moi d'avoir une fin à chacune de ces histoires. В жизни не всегда существует смысл. История не всегда заканчивается. Le sens n'est pas forcément intrinsèque à la vie. Il y a parfois des choses qui n'ont pas de sens et il n'y a pas forcément de fin. Как
Кира Муратова как-то мне сказала, Un jour, Kira Muratova m'a dit документальное кино очень хитрый жанр. le cinéma documentaire est un genre très rusé, très malin. Он претендует на то, чтобы быть отражением реальности, Il prétend être le reflet de la réalité, но мы, как режиссеры, знаем, что там нет никакой реальности, Mais nous- что это твоя воля. Nous, en tant que metteurs en scène, on sait très bien qu'il n'y a aucune réalité, que c'est juste le fruit de ta volonté. И в этом смысле документальные фильмы обманывают зрителя, Et donc, dans ce sens-là, les films documentaires mentent aux spectateurs, претендуя на подлинность parce qu'ils prétendent être authentiques. и используя эту подлинность. Et ils utilisent en utilisant cette authenticité. И мое стремление в игровых картинах быть близким к документальности, Et mon aspiration, quand je fais des films de fiction, à être le plus proche du film documentaire, это желание добиться глубокой эмоции от зрителя. répond à mon désir d'obtenir une émotion profonde chez le spectateur, И используя это чувство подлинности, en exploitant justement ce sentiment d'authenticité, чтобы переживание зрителя было безусловно, pour qu'il y ait impérativement une émotion chez le spectateur, чтобы он там существовал в моем фильме. pour que ce spectateur existe dans mon film. Иммерсивное искусство. C'est un art immersif. Вот туда движение. C'est vers ça qu'on Ну, avance. если мы посмотрим, например, как менялась актерская игра, Si on voit par exemple comment a évolué течение 100 le лет. jeu des acteurs durant les 100 dernières années, то это вот очень подобное близкое движение. c'est un mouvement qui s'apparente à celui que je viens de décrire. Сейчас актеры играют, ну, зависит от фильмов, но в большинстве фильмов, как наши соседи. Ça dépend des films, bien évidemment, mais dans la plupart des films, les acteurs jouent comme nos voisins, Не как Грета Гарбо. pas comme Greta Garbo. Ça, c'est certain. Ce serait cette impression. Donc, du coup, vous ne croyez, j'imagine, pas du tout à la possibilité de produire un cinéma objectif ? Ну, во-первых, мы должны определить, что такое объективность. Il faudrait déjà définir ce qu'est l'objectivité. Я вам скажу, что ее не существует. Moi, je vous dirais qu'elle n'existe pas. Oui, c'est pour ça que je vous dis, vous Даже на n'y уровне croyez absolument pas. атомного ядра ее не Mais- существует. Même dans ce qui concerne le noyau nucléaire, elle n'existe pas, cette objectivité. Вы знаете, что опыт определения положения электрона зависит от того, кто на этот электрон смотрит. Vous savez que la situation et la position de l'électron dépendent du regard que porte la personne sur le neutron en Dans la question. méthode quantique, ouais. Quantическая, да? Что? Quantическая, Ah Ну, non, это Гейзенберг. c'est Heisenberg. Это 20-е годы 20 века. C'est les années 1920. Et du coup, То есть, ну, я вам другой пример Je vais vous приведу. donner un autre exemple. У меня есть такой близкий друг Виктор Косаковский, очень хороший документалист. J'ai un ami très proche, Victor Kosakowski, qui est un très bon documentariste. Он как-то мне сказал, Il m'a dit un jour, я когда ставлю камеру и направляю ее куда-то, quand je mets ma caméra et que je dirige l'objectif vers постоянно une случается direction, какая-то катастрофа. il y a toujours une catastrophe qui se produit. ça crée un Вы можете espace. увидеть это в его фильмах. Et это ça, d'ailleurs, vous pouvez le действительно voir dans ses films à lui. C'est vrai. Фильм «Акварелла», они поставили камеру, Le film Aquarelle, ils ont mis la caméra. снимали машину, которая... Снимали лед Байкал. Ils ont voulu filmer une voiture. En fait, ils filmaient la glace du lac Baïkal. Появилась машина, которая пересекала Байкал Ils ont vu une voiture qui traversait le lac Baïkal sur la glace и утонула прямо в кадре. et qui est tombée à l'intérieur, qui a creusé un trou et qui est tombée dans le lac. Фильм так по себе не существует. Он La существует caméra change вместе le с вами. réel, quoi. La caméra. Un film n'existe pas en tant que tel, il n'existe qu'avec vous. Вы и объект, который вы наблюдаете. C'est vous et l'objet que vous étudiez, que vous Это regardez. пара. C'est un couple. То есть вы часть того, что вы снимаете. Donc vous êtes partie prenante de ce que vous filmez. Voilà. То, что Vous вы êtes- снимаете, отражает вас. Et d'ailleurs, ce que vous filmez se reflète en vous. И наоборот. Et vous reflète aussi. Je suis bien d'accord avec tout ce que vous venez de dire.
et je pense qu'Alice aussi. Tout à fait. Et que vous, Alice, c'est votre subjectivité qui n'est pas tout à fait réductible à la place de la caméra, puisque vous, votre subjectivité, vous l'introduisez dans vos œuvres par votre histoire personnelle. Par exemple, tous les deux, vous usez d'archives très souvent, enfin, vous avez un rapport très fort aux archives, et vous, ça vous est arrivé d'utiliser vos archives personnelles dans un film qui n'était pas du tout censé traiter de votre vie, au fond. Donc la place de votre regard, le fait qu'il y a un regard derrière la caméra et c'est le vôtre, ne passe pas, l'affirmation de ça, ne passe pas simplement par le fait que vous mettez en scène le réel, mais aussi par le fait que vous vous y impliquez vous-même, avec des reflets dans les films, des effets miroirs aussi, hein, avec des personnages. Voilà, encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal à parler de la mise en scène avec des grands principes théoriques, parce que chaque film pour moi est une expérience et s'invente par lui-même. Donc j'ai pas du tout de grandes idées, de grands principes théoriques ou que je suivrais comme ça de film en film. Donc là, vous parlez d'un film très précis qui est Nous, où effectivement j'ai introduit, mais parce que en fait tenter de réfléchir à qu'est-ce qui serait une manière de penser en fait une identité collective depuis ma place. Et donc, le fait de m'inscrire par mes traces, par mes propres archives, par la vie de mes parents, de les inscrire dans ce grand récit français où jusqu'à présent, leur présence et en même temps la présence de tous les gens, comme mes parents, était fondamentalement manquante. Et c'est par ce manque que je suis devenue cinéaste, et c'est à partir de ce manque que j'ai voulu faire ce film. En fait, là, le fait d'inscrire ma propre histoire dans ce film, c'est presque une démarche politique qui dépasse totalement le propre rapport intime. Ouais. Donc, c'est pas un principe. Non, je pense que je suis beaucoup plus présente, finalement, dans Saint-Omer, qui est un film de fiction, que dans Nous. Mais avec un personnage miroir, presque, la personne qui fait ses recherches, enfin, en tout cas, par exemple. Et peut-être même la Fabienne Cabou, et peut-être même chez cette personne-là. Mais ouais. C'est, oui, bien sûr. Parce que la question de l'objectivité, j'ai l'impression qu'il n'y a que les journalistes pour croire qu'ils puissent faire des images objectives. C'est, à mon avis, justement ce qui différencie le journalisme au cinéma. La question de la subjectivité existe évidemment du côté du journalisme, mais elle est contrôlée, elle est calibrée, elle est niée quand il y a cette prétention à l'objectivité. Du côté du cinéma, elle est affirmée. Après, elle peut être plus ou moins distante, plus ou moins en retrait, plus ou moins exubérante, parfois un peu trop présente. Mais d'une certaine façon, c'est l'essence du cinéma. C'est un mot que j'aime pas trop employer, le mot essence, mais bon, là, je l'emploie parce que c'est pratique. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, parce qu'en entendant Sergueï Loznitsa sur la création de l'émotion, et puis je crois qu'il a parlé le public existe, enfin le spectateur ou la spectatrice existe, ou pour la faire exister. Je me demande si une question politique très, très, très forte là je pense en particulier pour les films de fiction, c'est la place que le cinéaste ou la cinéaste réserve au spectateur ou à la spectatrice. Non pas en termes d'efficacité, c'est-à-dire c'est ce que j'ai entendu un tout petit peu là chez Sergueï, c'est-à-dire il faut absolument qu'il y ait de l'émotion. Alors ça peut être très 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 noble, hein. Hitchcock a fait ça très très bien, mais là c'est plus en se posant la question de savoir quelle place on réserve au spectateur. Est-ce qu'il va pouvoir respirer? De quelle manière va-t-il pouvoir ressentir ce qu'il va se passer en lui en voyant le film? Est-ce qu'il va être plaqué contre son fauteuil parce que les émotions sont trop fortes ou parce que la démonstration est trop implacable? Voilà, c'est une question qui me semble... Enfin, ça résonne avec ce que vous disiez tous les deux de toute façon.
En tout cas, c'est important. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est ce souci de la place qu'on ménage aux spectateurs, en fait, hein, dans le dispositif qu'on invente, quoi. Et notamment, je pense que c'est Sergueï un souci. Est-ce que c'est un souci que vous avez? Ну да, зритель это жертва атаки. Oui, le spectateur est une victime de l'attaque. Mais dans une victime bien sûr une victime éthique de l'attaque, mais est-ce que si l'attaque est un peu plus gentille, vous pouvez lui ménager un petit espace? Ну, я не знаю, но нет смысла делать фильмы. Для меня прежде всего важно в фильме тема. L'important pour moi dans chacun de mes films, c'est le thème. То есть я просто так какую-то историю мне неинтересно рассказывать. Ça ne m'intéresse absolument pas de raconter juste une histoire comme ça. У нас существуют темы, которые совершенно не тронуты. Nous avons des thèmes et ils sont multiples qui n'ont pas encore été abordés. Они все опасны. Ce sont tous des thèmes dangereux. Par exemple? Ну, например, я сделал фильм «Бабий Яр. Контекст». J'ai fait le film, par exemple, Babi Yar Contexte. Ответственность за то, что произошло. La responsabilité de ce qui s'est passé. Кто ее разделяет? Qui la partage, cette responsabilité? Да? Серьезный вопрос. C'est une question sérieuse, question grave. Касается жизни и идеологии в том числе, и политики. Ça concerne la vie, l'idéologie, la politique. Я вам скажу проще. 1,5 миллиона или 3 миллиона евреев невозможно было в Советском Союзе без участия местного населения истребить. Je vais vous dire autrement, il n'y a pas 3 millions de juifs qui ont été exterminés sans le soutien et la participation des personnes qui habitaient sur le territoire. Невозможно жить, не говоря ни слова, в течение, может быть, 50 лет об этом истреблении. Ce n'est pas possible de vivre pendant quasiment 50 ans sans parler de cet anéantissement. Шостакович написал 13-ю симфонию, которая называется «Бабий Яр». Бабий Яр – это место, где произошла одна из самых больших экзекуций евреев в течение Второй мировой войны. Shostakovich a écrit une symphonie, sa 13e symphonie, qui s'appelle Babi Yar, Babi Yar, en fait, c'est le nom du lieu où a été exécuté le plus grand nombre de juifs par la Shoah par balle. Знаете, сколько раз в Киеве исполнялась эта симфония? Est-ce que vous savez combien de fois cette symphonie a été interprétée à Kiev? Ничего особенного, просто симфония. Juste une symphonie. 2 раза. 2 fois. В 1988 году, когда стало возможно говорить про эти акции. En 1988, quand il a été pour la première fois rendu possible de parler de ces actes. Когда это не стало называться sémitisme в Советском Союзе. Quand ils ont cessé d'appeler ça du sémitisme, comme on le disait du temps de l'Union soviétique. И в 2021 году. Et en 2021. При участии украинского президента, участии президента Германии и президента Израиля. Avec la participation, la présence du président ukrainien, allemand et des présidents ukrainiens, allemands et israéliens. В 80-летие этой трагедии. Pour le 80e anniversaire de cette tragédie. В этой симфонии участвует хор. Il y a un chœur dans cette symphonie. Все хоры, так как эта симфония написана на стихи русского поэта Евтушенко, все хоры отказались участвовать. Украинские. Tous les chœurs ukrainiens ont refusé de chanter parce que les paroles avaient été écrites par Yevtushenko. Хор пришлось собирать. Il a fallu donc trouver des chanteurs pour former un nouveau chœur. Это сейчас. Et c'est maintenant que je vous dis ça. 21 год. En 2021. Событие произошло 80 лет назад. Cet événement s'est déroulé il y a exactement 80 ans. И настолько горячая тема. Et vous comprenez à quel point c'est encore un sujet extrêmement brûlant. Bien sûr.
qu'on comprend pourquoi. Так что это одна из. C'est vrai qu'on a... C'est l'un des thèmes. Ouais, je suis désolée, alors nous on dit sujet plutôt que thème. C'est vrai qu'on a axé ces rencontres autour de la mise en scène, donc au fond, de questions formelles, mais sans distinguer le fond et la forme, c'est pas l'idée. Donc je suis désolée par rapport à votre envie de parler des sujets, et évidemment il faut en parler, que vous abordez, que nous on est préféré anglais, on va dire, la discussion sur la manière dont vous procédez, la manière dont vous fabriquez. Mais là j'aimerais vous parler d'histoire justement, puisque vous abordez ce film-là. J'aimerais vous parler de quelque chose que vous dites et qui me frappe beaucoup, qui est que nous ne voyons pas, vous désignez notre cécité à ce qui nous arrive. Et il me semble que... Alors, si vous y êtes déjà, je n'avais pas fini. Ну, конкретно, потому что это абстрактное утверждение, конкретно на слепоту по отношению к чему? La cécité par rapport à quoi? Parce que là, par rapport à ce qui, par exemple, la cécité par rapport à ce qui est en train de se produire en termes de menaces ou plus que menaces d'installation d'un système autoritaire. Par exemple, par rapport aux guerres aussi, au fait que les guerres, on sait qu'elles vont, on peut savoir qu'elles vont se produire quand une telle ou telle situation se retrouve dans l'histoire, et puis finalement quand on est face à cette menace-là, on fait comme si ça allait pas arriver alors que ça arrive. Et vous dites parfois que vous faites des films sur des événements de l'histoire pour nous éclairer aussi sur cette cécité dans le fond, c'est-à-dire pour nous permettre... Да, но вы говорите, когда-то произойдет война. Война идет, вы сейчас воюете. Вы сейчас воюете. Là, vous êtes en guerre, en fait, parce que vous dites, quand des guerres vont se produire, qu'on s'aperçoit, mais là, vous êtes déjà en guerre. Франция, Германия воюют сейчас с Россией. La France et l'Allemagne sont déjà en guerre avec la Russie. И остальные страны НАТО воюют с Россией. Et les autres pays de l'OTAN également sont en guerre avec la Russie. Sauf que ce n'est pas dénommé comme étant une guerre. Это такая странная помощь. C'est un soutien étrange. То есть мы в данном случае находимся в такой иллюзии. Donc on est dans une certaine illusion ici. Пока кто-то не скажет, да, идет война. Tant que personne ne dira, oui, effectivement, c'est une guerre et elle se déroule là. То есть пассивное положение, в котором вы позволяете, я имею в виду правителей стран западных, быть активным кому-то другому. Donc ça permet à vos gouvernants d'être actifs pour d'autres personnes. А заявление, например, недавнее бывшего премьер-министра Нидерландов Рютте. Il y a eu une déclaration il n'y a pas longtemps de l'ex-premier ministre des Pays-Bas, Rutte. Нам выгодно, чтобы Украина продолжала воевать. Qui a dit, nous, en fait, nous est profitable que l'Ukraine continue de se battre. За это время мы создадим военную экономику. Parce qu'on va enfin monter une économie de guerre chez nous. Вы слышали комментарии? Est-ce que vous avez entendu des commentaires, по этому поводу? Des commentaires de qui que ce soit sur ce sujet-là? А как на это смотрят украинцы? Et comment est-ce que les Ukrainiens regardent, écoutent ce genre de déclaration d'après vous? На мой взгляд, это довольно циничное заявление. À mon avis, c'est une déclaration extrêmement cynique. Вы умираете? Vous, là-bas, vous êtes en train de mourir. А мы будем создавать оборону. Nous, on va monter une défense pour se protéger nous-mêmes. Пока вы умираете. Mais pour l'instant, vous mourrez. То есть я перевожу это с вежливо-политического на суть. Donc, Что он хотел сказать? Je passe de ce qu'on appellerait la diplomatie polie à l'essence même de ce qui se passe. И мы нормально с этим. J'ai traduit ça comme ça. Сосуществуем. Et donc, on coexiste avec ça. Ну и так далее. Но мы выбрались в другую степь, в другую... On coexiste avec on est avec parti, ça et beaucoup d'autres choses aussi. On est parti loin là.
On est parti, oui, mais en même temps, on ne peut pas empêcher que ça parte là, si loin et qu'on parle aussi de ces choses-là. Et je veux pas, en tout cas moi, je veux pas du tout l'empêcher. Je trouve ça central. Après, voilà, je me retrouve avec finalement un peu le mauvais rôle de dire, que peut le cinéma? Alors le cinéma, il peut pas grand-chose par rapport à ça, peut-être, mais en tout cas, j'avais l'impression que dans votre manière d'explorer le passé, d'accord, à travers le montage des films d'archives, c'est quelque chose de la répétition dans l'histoire, même si l'histoire ne se répète, on le sait jamais exactement comme elle a eu lieu, mais quelque chose des rouages de la répétition que vous cherchez à déjouer, voilà. Pour les spectateurs, en tout cas, qui recevraient ça, qui seraient attaqués par votre film. История повторяется тогда, когда никто ничему не учится. L'histoire se répète à partir du moment où personne n'apprend la leçon de ce qui s'est passé. D'où l'intérêt de films comme vous les faites sur le passé. Enfin, c'est de Babillard Contexte, de... Ну, я не так вообще к этому подхожу. Я думаю о том, что меня беспокоит, и делаю о том, что меня беспокоит. А насколько это важно, я не знаю. Ça, en fait, que je le vois moi, c'est-à-dire que j'essaye de tourner des films sur ce qui me rend anxieux, ce qui me dérange profondément, et c'est pour ça que je l'ai fait. Ну, опять-таки так получается, что я попадаю в какие-то больные точки, но это не совершенно намеренно. То есть у меня нету цели сделать вот такой или такой фильм вот сейчас или тогда. Et donc si j'aborde des points aussi douloureux, en fait, c'est pas, je ne cherche pas à toucher des points particulièrement douloureux. C'est que moi je le ressens comme ça. Je cherche pas à faire ce film-là à ce moment-là sur ce thème-là. C'est des choses qui sont en moi. Это всегда зависит от возможности финансирования. Это зависит от того, что можно запустить сейчас, а что потом. Ça dépend aussi de problèmes de financement, de ce qu'on peut commencer à faire comme tournage maintenant, ou ce qu'il faut reporter parce qu'on n'a pas assez de financement. Ну, как, например, по поводу последнего фильма «Два прокурора» откомментировал журналист из Deadline. Он сказал, что если бы этот фильм появился год назад, то это была бы история одной отдельно взятой культуры, одной частной цивилизации. Il y a un journaliste en parlant de mon dernier film, de Procureur, un journaliste de Deadline qui a dit que si ce film avait été montré un an auparavant, il aurait raconté l'histoire d'une culture, d'un seul pays. А сейчас, когда этот фильм появился, это картина, которая предупреждает нас всех, американцев, о том, что, возможно, будет в авторитарном обществе при правителе, который стремится быть авторитарным. Or, comme il arrive maintenant, ce film tient à nous prévenir, nous, Américains, puisque c'est un journaliste de Deadline, des conséquences qui arriveront dès lors que des gouvernants deviennent autoritaires. Но так быстро течение истории не меняется. То есть мой вопрос, а что вообще изменилось в течение года? Mais l'histoire va pas aussi vite que ça, d'ailleurs, parce que je me pose la question de savoir ce qui s'est passé durant un an, rien de particulier. Эта потенция существовала всегда. Donc ça a toujours existé, en fait. Ça. И, в принципе, в любом обществе. Dans toute société. Disons que la menace augmente un peu, non, ces derniers temps, voire beaucoup, il me semble. Mais ça, dans nos pays, en tout cas, nous, on le ressent très fortement. Je voulais demander à Alice, par rapport à ça. Alice, juste, je voulais juste un peu pour permettre le dialogue. Alice Diop. Non, alors finissez. Short. Sorry. Угроза увеличивается тогда, когда вы позволяете ей увеличиваться. La menace augmente dès lors que vous lui permettez d'augmenter. Трамп – лицо половины Америки. Trump est le visage de la moitié de l'Amérique. Et Marine Le Pen de la moitié de la France. Justement, Alice Diop, voilà, s'est engagée. Moi, je me souviens de cette une de Libération quand, en France, il y a eu les législatives et où on a, enfin, comme si on n'avait plus peur ou comme si leur présence n'était pas beaucoup plus grande maintenant qu'elle ne l'était, mais disons que vous vous êtes exprimé
pour dire que d'abord que ça m'a surprise ça parce que j'ai relu cette chose-là, que le cinéma pour vous c'était comme l'entrée dans le cinéma, c'était comme entrer dans un parti politique, parce que il s'agissait de défendre quelque chose. Et j'aimerais que vous me parliez de ça, de votre réaction au moment de ces législatives, du groupe que vous avez créé pour pousser les jeunes à voter, de là où vous en êtes maintenant par rapport à la menace fasciste en France. Voilà, de ce que vous pensez de tout ça. Moi, je peux vous raconter pourquoi j'ai effectivement décidé de rentrer en cinéma et pas en politique. Et au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce racisme à visage ouvert, j'ai l'impression que toute ma pratique de cinéaste était pour moi une façon de te raconter finalement les signaux faibles de cette présence fasciste en France, ou presque pas forcément fasciste, parce que fasciste c'est un mot qui peut, de cette présence du racisme, de ce poison incolore et indolore qui n'est en fait qui n'est pas que circonscrit à un parti politique qu'on érige comme les méchants et en nous protégeant, en se disant que d'une certaine façon, il y a eux et nous. En fait, moi, toute mon expérience de vie, toute mon expérience de femme noire française dans cette société-là a été de mesurer comment cette violence du racisme, ce legs colonial, à quel endroit il affectait ma subjectivité, à quel endroit il affectait ma vie, et comment cette façon dont il affectait ma vie était quasiment indicible, n'était pas partageable, n'était pas racontée, n'avait pas d'espace pour se dire. Et en fait, de parler du racisme en imposant un discours contre un autre discours, j'ai toujours trouvé ça complètement insatisfaisant. Et au fond, pour moi, m'emparer du cinéma pour tenter de donner en fait une subjectivité à cette expérience-là, pour tenter de la matérialiser, c'était pour moi un acte de survie en fait. Et je me suis rendu compte que depuis 20 ans, il n'y a pas un des films que j'ai fait qui n'était pas mu par ce désir obsessionnel de donner un visage, de donner une réalité concrète à ce poison indolore et incolore qui contamine la société française, mais depuis quasiment toujours en fait. Donc là effectivement il apparaît au grand jour et au fond finalement tout le monde le voit, mais je pense que les effets les plus empoisonnants étaient presque plus forts quand ça paraissait pas à visage découvert. Tout aussi fort et tout aussi violent, et le fait qu'il apparaisse partout et que ça détourne au fond une responsabilité individuelle, une responsabilité presque collective d'y faire face à l'intérieur de sa propre vie, à l'intérieur de ses propres choix, à l'intérieur de ce qu'on fabrique. Et je vois bien que finalement l'espace du cinéma, les films qui sont produits en France ne s'emparent très peu, ou en tout cas pas assez de cette question-là en fait. Et pour moi, voilà, je pourrais vous parler de cette expérience très précise de ces législatives, mais en fait toute ma démarche de cinéaste, elle n'a eu de cesse de tenter de donner une matérialité, une forme à cette violence-là en fait, et à tenter de la parler et de la mettre en regard, de la mettre de la représenter en fait, enfin de lui donner et donc en France en ce moment, ça me permet aussi d'aborder ça. Il y a, puisque vous avez commencé à parler des films qu'on peut faire ou des films qu'on ne peut pas faire, et il y a en ce moment une forme de censure qui est liée à des coupes budgétaires pour une part, et aussi à des vraies censures sur les films eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de remontées de gens de l'association ou ailleurs, d'amis qui disent tel distributeur m'a dit moi c'est trop homo, c'est trop gay ce film-là, donc c'est même pas la peine. Donc évidemment distributeur de gauche cool qui a déjà produit des tas de films LGBT, ou non là il faut des personnages sympathiques, on peut plus faire avec des personnages contradictoires, ou en tout cas qui poseraient d'autres problèmes. En gros, il y a une haine, mais comme aux États-Unis, du wokisme qui a imprégné même nos milieux, du supposé wokisme en tout cas, mais ça existe le woke, puisque maintenant il faut l'investir presque pour lutter contre ceux qui sont en face. Et donc une œuvre supposée woke, elle trouve vraiment très difficilement des financeurs, etc. Et j'avais justement convié Christophe
Kantchev, à nous faire un état des lieux, si possible, de la situation de la liberté de création en France en ce moment. Voilà. Je voulais simplement dire que le racisme, maintenant, comme il est plus visible, enfin, ce que vous disiez, le passage, en fait, dans le discours politique, a politisé finalement la question du racisme. C'est-à-dire qu'il l'a rationalisé, il l'a théorisé. C'est plus une violence sourde ou une violence très forte qu'on reçoit dans des coins de la société, c'est théorisé d'en haut, c'est-à-dire que c'est un racisme d'État, d'une certaine façon, qui est légitimé par le politique. C'est ce qui est plus grave. Alors j'ai fait mes petits devoirs, non pas de vacances, mais je suis obligé de prendre mes notes parce que j'ai quelques chiffres à donner pour la situation de la censure aujourd'hui. Je vais commencer par quelque chose que vous avez sans doute beaucoup entendu. Il s'agit des entraves économiques à la liberté de création. Et là, je vais parler de la partie publique, c'est-à-dire les baisses drastiques de budget alloué à la culture. Vous savez qu'en France, la culture, pour ce qui est de la part de l'argent public, il y a 2/3 de la culture qui est financée par les collectivités territoriales et 1/3 par le ministère de la Culture. Et là, ce sont en particulier les collectivités territoriales qui ont baissé dans les budgets de 2025 drastiquement pour certaines régions. Je vous donne un ordre d'idée. La Nouvelle-Aquitaine a enlevé 21%, l'Île-de-France 20%, le Grand Est 9,3%. Le pionnier dans cette affaire, ça a été Vauquier dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes, qui depuis 2022 baisse les budgets à la culture. La première année, en 2022, le fameux festival de Clermont-Ferrand du court-métrage a perdu plus de la moitié de sa subvention que lui allouait la région. Et puis vous avez sans doute entendu parler des Pays de la Loire. Là, c'est 68% du budget qui a été coupé. Alors, ça se répercute pas forcément dans la production, mais c'est surtout sur les festivals, et en particulier les festivals de cinéma, les grands festivals de cinéma. Enfin, moi, il y a un festival que j'aime vraiment beaucoup à Nantes qui s'appelle le Festival des Trois Continents, le Festival Premier Plan à Angers aussi. Enfin, tous ces festivals-là sont très, très impactés. Et puis, les départements s'y sont mis aussi. De toute façon, c'est une chaîne. Et en particulier, alors il y a 25 départements qui ont baissé leur subvention, et en particulier celui de l'Hérault, qui est PS, qui a réduit de 48% le budget à la culture. Le budget aussi, contrairement à ce que Rachida Dati a dit au début de l'année, le budget du ministère de la Culture a aussi baissé, mais en moindre mesure. Si ça vous intéresse, parce que il se trouve qu'il y a une carte des baisses de crédit qui est faite par l'Observatoire des politiques culturelles, une cartocrise que vous trouvez sur le site. C'est très intéressant parce que chaque lieu qui a sa subvention baissée explique d'où ça vient et explique les implications que ça a en termes d'emploi et en termes de spectacles qui diminuent ou de... Mais juste pour... puisque nous, on est sur la question là de... Là, j'allais passer à la culture... de la censure. La censure plus économique, voilà. Mais la censure... Mais justement, la censure économique, je voulais vous interroger là-dessus, c'est que la censure économique, il y a une partie qui est parfois justifiée par il n'y a plus d'argent, je ne sais pas quoi, il faut faire des économies, mais aujourd'hui, on ne peut pas croire à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire que c'est simplement le souci de faire des économies. Il y a vraiment un désir politique de dire la culture, il ne faut plus la financer, quoi. Bah, oui, parce qu'il y a de toute façon, c'est la preuve en est que certaines régions ont gardé leur niveau de budget à la culture. Donc, or les demandes de l'État sur les restrictions de budget globaux sur les régions sont les mêmes pour toutes les régions. Et je suis bien obligé de remarquer que la région Hauts-de-France,
qui est dirigé par un homme de droite, Xavier Bertrand, a maintenu comme la région Bretagne aussi, qui n'est pas à droite, ont maintenu leur budget. Donc effectivement, non, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix politique. C'est un choix qui va au-delà d'ailleurs de la haine du woke. C'est la haine de tout débat, la haine de toute remise en question, de toute dénaturalisation. Ils appellent ça la haine de la déconstruction. Leur plus grande, puisqu'ils font des colloques maintenant pour s'attaquer à la déconstruction. Qui est quand même un concept pas franchement woke, puisque c'est Derrida qui l'a mis au point. Pour ce qui est de la censure plus politique, vous avez peut-être entendu parler, parce que ça je ne sais pas si ça a été vraiment sur le devant de la scène, mais les députés RN à l'Assemblée nationale, c'est en avril, ont essayé par un amendement de supprimer le CNC, ce qui évidemment aurait été une catastrophe. C'était dans le cadre du projet de loi sur la simplification économique. Et le député RN qui portait cet amendement a expliqué que le CNC accorde de trop nombreuses aides à des films qui font trop peu d'entrées. Et le député s'appuyait sur un rapport de la Cour des comptes, pensant que le CNC a de l'argent donc du ministère, c'est-à-dire des contribuables, de nous, et que c'est cet argent qui va dans les films. Ils n'ont pas encore compris manifestement au RN comment fonctionne l'avance sur recette, par exemple, mais bon, ça c'est un peu le problème aussi, c'est-à-dire qu'on leur accorde beaucoup à ces gens. Et en fait, il y a ce qui est assez étonnant, c'est c'est comme Trump, en fait, il y a une coexistence de bêtises et de grand pouvoir, en fait. Et donc, c'est effectivement très dangereux. Je donne quand même le résultat du vote de ce jour-là. Il y avait 131 votants, 127 suffrages exprimés, majorité absolue 64 pour 39. Donc à 25 voix près, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, à 25 voix près, le CNC aurait pu être supprimé. On en est là quand même. Enfin, alors, sur un plan plus... sur le terrain, disons, les associations d'extrême droite, et pas simplement d'extrême droite, s'attaquent... alors là, il y a énormément d'attaques contre des spectacles, surtout du spectacle vivant. L'art contemporain, c'est leur bête noire. Et c'est souvent selon deux axes. Soit c'est l'accusation de blasphème, soit c'est la protection à l'enfance. Ça, je pourrais vous faire une liste très longue de cas. Et puis, il y a d'autres attaques qui viennent de l'extrême droite, mais là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est Bolloré, c'est Canal+. Alors, il y a toute une réflexion du côté des cinéastes sur, évidemment, la question de comment financer les films, parce que Canal+ est un acteur majeur dans la production française. Peut-être, Sergueï, ça vous le savez, ou peut-être il faut l'expliquer un peu, que Canal+ a des obligations de financement des films d'auteurs français qui permet de financer beaucoup de films, justement. Et maintenant, cette chaîne a été achetée par Bolloré, qui est un milliardaire ou milliardaire d'extrême droite. Voilà, en gros. Du coup, ça place les cinéastes dans une position difficile, et en termes de résistance, il faut bien qu'on pose la question aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, comment on s'élève contre ce milliardaire qui finance le cinéma tout en risquant, enfin, est-ce qu'on peut le faire en risquant qu'il ne le finance plus? Et je pense qu'on est arrivé à un moment où il faudrait peut-être parvenir à le faire, mais c'est très compliqué. Oui, moi je voulais simplement dire que... Oui. Dire que les interventions pour l'instant de Bolloré lui-même sont rares, même si elles ont existé, en particulier sur un film de François Ozon,
qui montrait un prêtre qui avait eu des relations avec des jeunes enfants. Et donc là, la Canal s'est retiré. Et puis, non, là, nous, on a aussi des informations sur ce qui se passe maintenant, puisqu'ils vont financer un peu moins le cinéma, ça c'est dans les accords. Oui. Et parmi les films qui ont été écartés, il y a beaucoup de films qui sont écartés, dont on soupçonne que ce ne sont pas que des raisons financières, parce qu'il y avait... du coup, là, par contre, je suis pas sûre que je puisse vraiment le... C'est pour ça mais des films avec des... C'est là que ça va être très fragile, c'est-à-dire que la censure, quand elle joue sur la question économique, en fait, le censeur ou le supposé censeur peut toujours dire qu'il n'avait pas assez d'argent pour financer tous les films, et il y aura toujours un flou autour de la raison pour laquelle tel ou tel film est écarté, sauf s'ils prennent le risque de le dire carrément, c'est-à-dire de dire c'est un film woke, c'est un film... voilà. Et parfois, ils sont suffisamment malins pour ne pas le faire. Voilà. Et puis d'un autre côté, ils peuvent aussi financer des films qui sont ouvertement réactionnaires, comme celui qui a été produit avec le Puy du Fou sur la guerre de Vendée, qui s'appelle Vaincre ou mourir. Et puis il y a son collègue qui s'appelle Pierre Edouard. Pour expliquer alors vraiment, j'ai pas fait mon travail avec ce film-là, je ne l'ai pas vu. Ah. Mais je sais que ça raconte la guerre de Vendée sous la Révolution. Et que ça doit être... Enfin, de toute façon, c'est un thème, la guerre de Vendée, qui est un thème de bibliographie, enfin de lutte en histoire très, 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 très forte. Et j'imagine que c'est les affreux... Enfin, ça doit parler de génocide des Vendéens, j'imagine, puisque c'est la thèse d'extrême droite sur la Révolution française. Et puis Pierre-Édouard Stérin, alors ça, grâce à ce travail, je me posais la question à Cannes pourquoi il y avait une compétition sur les réalités virtuelles. Enfin, c'est une compétition d'œuvres immersives depuis l'année dernière. Alors c'est vrai que je regardais ça d'un œil un peu rapide, et puis je me suis rendu compte que le CNC a un fonds d'aide à la création immersive, et qui est le financeur, enfin le producteur le plus actif, l'investisseur le plus actif pour ce qui est des œuvres immersives, donc de réalité virtuelle, Pierre-Édouard Stérin. Ah, oui. Donc ça veut dire que... Я так понял, что вам нужно заняться миллиардерами и воспитывать их. Je pense qu'il faut que vous vous occupiez de vos milliardaires et que vous les éduquiez. Ну, то есть люди, которые имеют власть, не удовлетворяют. Donc les gens qui ont le pouvoir ne satisfont pas. Ну, то есть он имеет власть, если он покупает этот канал, он имеет власть на этом канале, и после этого делает, что хочет. Donc ça veut dire que si un milliardaire effectivement achète Canal+, il en fait ce qu'il veut, c'est cela? Non. Насколько вы это позволите? Oui et non. En tout cas, il en fait ce que vous lui permettrez d'en faire. Exactement. Но эта борьба, она всегда существовала. Вообще, мой вопрос, а с какого времени государство начало финансировать культуру? Это ведь очень новое явление. Mais en fait, le fait qu'un État finance la culture, c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose de nouveau dans l'histoire. Et puis, c'est pas tous les pays, c'est peu de pays. Только страны, которые были империями. Seuls les pays qui ont été des empires l'ont fait. У всех имперских стран существует традиция финансировать культуру. Tous les pays qui ont un jour été des empires ont toujours voulu effectivement financer la culture. Кроме Соединенных Штатов, которые стали империей. À l'exception des États-Unis, qui sont devenus ensuite un empire. То есть это абсолютно новая идея на самом деле. En tout cas, c'est une nouvelle idée. Ну, а что касается, ну, конечно, за деньги все время приходится бороться. Миллиардер или там еще группа товарищей из политики вдруг захотят кого-нибудь убрать. Donc l'argent est toujours à la source des choses que veulent les milliardaires ou parce qu'il y a un groupe politique qui veut écarter telle ou telle personne. Дело в том, что культура – это самый мощный инструмент или оружие защиты. La culture est en fait l'instrument le plus puissant de défense qu'on puisse imaginer. То есть в результате высокая культура всегда побеждает. Donc, in fine, la haute culture
vainc toujours, du verbe vaincre. И это remporte toujours la victoire. единственное, что остается потом, после того, как все, там, не знаю, цивилизации уходят. C'est tout ce qui reste une fois que les civilisations sont mortes. И это очень простая мысль, которую нужно просто объяснить тем людям, которые имеют возможность управлять деньгами. Et c'est une idée qu'il faut, assez simple, qu'il faut expliquer aux gens qui, justement, gèrent l'argent. То есть это первое, куда необходимо вкладывать. C'est la première chose, la culture, dans laquelle il faut qu'ils investissent. То есть люди, не способные к каким-либо действиям, это ваша ценность. Parce que, justement, votre valeur, c'est de voir les gens qui sont capables de faire quelque chose. А это достигается воспитанием и взращиванием. Et ça, c'est en élevant des gens, en éduquant les gens qu'on peut y arriver. Ну, а что касается цензуры, так c'est pas l'humeur actuelle, en tout cas majoritaire en France, des politiques français qui sont au pouvoir en ce moment. Mais ça l'a été un peu plus auparavant, parfois. Mais là, c'est vraiment pas l'ambiance actuelle. L'ambiance actuelle, c'est plutôt de considérer que la culture est absolument inutile, que c'est une dépense inutile et qu'il faut s'en passer. Voilà. Oui, et puis la culture ou le cinéma n'est pas intrinsèquement antifasciste. Non. Il y a eu des cinéastes fascistes. D'ailleurs, je voulais vous faire part d'un petit dialogue entre Godard et les gens des Cahiers. Ils étaient plusieurs à faire cette interview. Et c'était en 67 et ils disaient... donc les Cahiers demandaient, ils disaient « Renoir déjà mettait en doute l'influence immédiate du cinéma. La guerre, remarquait-il, avait éclaté juste après qu'il avait fait La Grande Illusion, un film pour la paix. » Godard, ah ça oui, le cinéma n'a pas la moindre influence. On a cru un jour que l'arrivée du train en gare ferait peur. Ça a fait peur une fois, mais pas deux. C'est pourquoi je n'ai jamais pu comprendre, même ontologiquement, la censure. Elle part du principe que le son et les images ont des répercussions sur la conduite des gens. Bon. Alors ça peut être ce que je pense, c'est que ça peut être un long débat de savoir si moi je pense que ça a parfois des influences, mais ce qui est sûr, c'est qu'en face, quand je dis en face, en tout cas, ce qu'on appelle l'extrême droite, eux, ils fantasment que ça a beaucoup d'influence et que même un film très confidentiel, au fond, il faut l'abattre s'il porte des valeurs qu'il faut abattre. C'est-à-dire que dans la bataille des idées, dans la fameuse notion gramscienne qu'ils se sont réappropriées, eh bien, eux, ils pensent que ce qu'on fait, même des tout petits films, même des toutes petites pièces, c'est très important, c'est une cible idéologique. Okay. Et Alice, en fait, je voulais vous demander, parce que vous nous avez... vous avez évoqué quelque chose qui s'est passé aux États-Unis récemment avec un projet que vous aviez et qui n'a pas pu se faire. Voilà, j'aurais bien aimé que vous nous racontiez ça. Oui, moi en fait j'ai passé un an à Harvard, donc on va dire au cœur de la cible de ce que peut être un pouvoir qui s'abat en fait sur les intellectuels, sur la culture, sur l'université, avec une espèce de jouissance féroce. Et ça fait extrêmement peur. Et j'ai eu l'impression d'avoir passé un an dans ce qui pourrait être une anticipation de ce qui va probablement, de ce qui pourrait, de façon assez probable, nous arriver. Et en effet, j'ai tourné un petit court-métrage qui avait pour thème la représentation des corps noirs dans l'histoire de l'art. Et donc c'était une adaptation d'un poème, d'un travail à la fois universitaire et poétique d'une femme qui s'appelle Robin Coss-Lewis, donc qui a eu le prix Pulitzer de poésie, donc un des plus grands prix aux États-Unis. Elle est très peu connue en France, mais vraiment très très célébrée aux États-Unis. Et donc je devais tourner ce film au Met. Et pour moi, le fait de demander l'autorisation de tournage au Met était, pour ce film documentaire encore très court, était une formalité quasiment évidente, vu tout le travail que le Met a effectué depuis ces 10 dernières années autour justement de la question de la présence noire dans les musées, dans toute une réflexion aussi sur la muséographie, sur la façon dont un pays représente sa diversité. Donc vraiment de façon beaucoup plus profonde, de façon beaucoup plus raffinée, de façon beaucoup plus
franche que ce qui peut se passer en France. Enfin, vraiment, à chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'avais l'impression qu'ils étaient sur ces questions-là à la pointe d'une réflexion universitaire. Enfin, vraiment, le champ des études décoloniales là-bas est financé et était totalement valorisé. Et il y a du temps pour la recherche. Et vraiment, l'écart entre l'université française sur ces questions-là et ce que je pouvais trouver comme nourriture aux États-Unis était assez spectaculaire, et y compris dans les institutions culturelles et comme le Met. Et donc, en fait, j'ai fait cette demande quelques jours après l'investiture de Trump, et 1 semaine ou 2 semaines après l'interdiction de toutes les questions, justement, après l'espèce de guerre totalement déclarée au wokisme, ou toutes les questions décoloniales, ces fameuses listes de mots interdits, les questions de genre, les questions coloniales, les questions décoloniales, enfin bref, vraiment que j'ai même retrouvé au cœur de l'administration de Harvard, c'est-à-dire que tous les jours on recevait des mails avec des updates de toutes les mots interdits, les mots interdits, les choses qui n'étaient pas possibles, et de façon vraiment très franche. C'est pour ça que c'était assez à la fois douloureux et assez ironique pour moi de voir à quel point Harvard est devenu une espèce de modèle comme ça de résistance universitaire, alors que pendant des mois et des semaines et des semaines, moi, ce que je ressentais, ce que je vivais de l'intérieur, c'est une forme de capitulation quasi immédiate de gens, à la fois parce qu'ils étaient totalement pétrifiés, et en même temps parce que les enjeux économiques étaient tels que vraiment la question de la résistance était presque... en tout cas inexistante. Moi, je pense que c'est presque la chose qui m'a le plus marqué, c'est à quel point la violence du fascisme s'est abattue de façon littérale, de façon immédiate, et a laissé toute une institution complètement sidérée et anéantie. Et donc, voilà, j'ai demandé au Met la possibilité de pouvoir filmer, et en fait, ils m'ont refusé avec un argument même pas en assumant la peur carrément dit ils n'ont pas dit complètement comme ça, mais ils n'ont pas dit complètement comme ça, mais en gros c'était ça. C'était 1 semaine à peine après l'élection de Trump, donc c'est la première fois où j'ai été vraiment confrontée directement à l'impossibilité de faire un film pour des raisons absolument politiques, et voilà, ça a été c'est un peu un aperçu de ce qui pourrait arriver et de ce qui est en train peut-être déjà d'advenir. Et vous avez réagi, vous avez rendu public une réaction par rapport à ça, ou pas du tout? Pas encore, parce que le film est en cours de montage, mais j'y compte bien. Ça peut être une manière. J'y compte bien, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Sergueï? Я думаю, что это нормальная ситуация борьбы. C'est une situation normale de lutte в которой мы постоянно находимся. Dans laquelle on se trouve de manière permanente. Я не столько беспокоюсь о судьбе культуры. Je suis pas si inquiet que ça sur le destin de la culture. Дело в том, что культура — это же не просто произведение, это не фильм, не картина, не книга. Parce que la culture, c'est pas juste un film ou un tableau ou un livre. Это вне индивидуальный интеллект. C'est en dehors de l'intellect humain. То есть он не индивидуален. Il n'est pas individuel. Elle n'est во всех его проявлениях. Dans toutes la manière qu'il a d'être, de se montrer au monde. Компенсирующий незнание индивидуумов. Il compense la méconnaissance de l'individu. Это определение Лотмана, одного из C'est une définition de Lotman que je vous cite. Профессора Тартусского университета. C'est un professeur de l'université de Tartu. Так что я не беспокоюсь, что культура разлита всюду, во всем. La culture est développée partout, dans tout. А ситуация цензуры будет всегда. Et la situation de la censure sera toujours existante. Она из разных мест исходит, и не только от политиков. Elle provient de partout et pas seulement des politiciens. От воззрения людей тоже. De la vision aussi qu'ont les gens. То есть те фильмы ценные, которые возмущают зрителя. Il y a des films importants qui dérangent les spectateurs. Поскольку возмущение фильмом – это возмущение найти себя в том, что ты увидел, и не принять себя.
Ce qui dérange le spectateur, c'est justement de ne pas accepter ce qu'il est en train de regarder et de ne pas s'accepter tel qu'il se voit à l'écran. То есть это подсознательный акт. Et évidemment, c'est un acte subconscient. И если вы вспомните режиссеров, которые что-то создали, они постоянно возмущали. Et si vous remémorez en fait tous les metteurs en scène importants, ils ont toujours dérangé les gens. 2 года шел процесс в судах Италии по поводу фильма Пазолини «Соло» или «120 дней Содома». Il y a eu 2 années de procès pour Pasolini sur Salo et les 120 journées de Sodome. Какое было решение высшего суда Италии? Quelle fut la décision de la Cour suprême d'Italie? Это произведение искусства, и оно не подлежит рассмотрению в суде. Cette œuvre d'art ce film est une œuvre d'art et donc ça ne peut pas être un tribunal qui doit décider de son sort. Что тем самым сделал фильм Пазолини? Ce que lui-même, ce film de Pasolini a fait, Закрыл тему. il a mis un point final à ce thème. Открыл возможность режиссерам делать произведения искусства, которые тоже будут возмущать. Il a donc offert la possibilité à d'autres metteurs en scène de faire des œuvres dérangeantes. То есть это достижение определенного рода. Il a réussi son coup, si je puis dire. Я думаю, что мы постоянно будем существовать вот в таком вот противостоянии, потому что каждый раз развиваясь, мы открываем другие границы и невозможности, с которыми мы сталкиваемся. Et donc, je pense que de toute façon, c'est aussi le début de chacune, quand on avance comme ça dans l'histoire, que c'est le début de chacune des confrontations auxquelles on se trouve confronté justement, et on essaye de repousser les limites. Я уже 25 лет снимаю фильмы на темы, которые меня волнуют, которые там находятся, в бывшем Советском Союзе, Российской империи или в нынешней России, Украине и так далее. Ça fait 25 ans que je fais des films sur des sujets qui me remuent et je parle du passé, ça parle de l'Union soviétique, ça parle de l'Empire russe, ça parle de la Russie et de l'Ukraine d'aujourd'hui. Не так легко, находя финансирование для каждой картины. Et c'est pas si facile pour moi de trouver un financement pour chacun de ces films. То есть это постоянная борьба. C'est une lutte permanente. Даже сейчас. Même aujourd'hui. Я очень благодарен всем организациям, которые поддерживают. Et je suis toujours reconnaissant à tous les organismes qui me soutiennent. Это замечательно, что существует такая система поддержки культуры. Там нет такой системы в Америке, например. C'est parfait qu'il y ait autant de fondations justement et que ce système permet qu'il y ait des fondations qui aident et soutiennent. Ce genre de fondations n'existe pas aux États-Unis, par exemple. Но если это все рухнет, я готов все равно продолжать работать. Mais si tout cela devait s'arrêter du jour au lendemain, moi je continuerai de travailler. И уверен, что найду способ, как это делать. Et je sais que je trouverai un moyen de le faire. Так что я здесь без отчаяния на это смотрю. Vous pensez ça aussi, Alice, de filmer à tout prix, coûte que coûte, qui est plus même de possible aller montrer les films nous-mêmes avec un petit projecteur dans des. C'est-à-dire à un moment, si vraiment ça devient trop difficile, est-ce qu'il n'y a pas une voie de résistance qui consiste à continuer dans la mesure du possible financièrement, mais quand même on peut faire des films avec peu d'argent et les faire quand même et les montrer comme on peut. Moi, je pense que cette question de guerre idéologique menée par l'extrême droite pour diminuer le budget de la culture, je pense que c'est un principe presque... il en est de la survie démocratique que de mener ce combat. Pour moi, c'est beaucoup plus important de mener ce combat que de me poser la question si je vais continuer à faire mes films en prenant une caméra toute seule. C'est-à-dire que les enjeux idéologiques, existentiels d'un combat à mener collectivement... En tout cas, aujourd'hui... C'est une manière de le mener aussi collectivement. C'est de continuer hors des circuits institutionnels si ces circuits sont fermés. C'est une manière de lutter. Je pense qu'il y aurait toujours une possibilité de faire ces films, mais pour moi, ou de montrer même d'autres films. Mais en tout cas, est-ce que on pourrait s'organiser si les institutions flanchaient pour continuer à montrer le cinéma et à en faire, voilà. J'espère, mais je pense que mener en fait, être au front devant cette guerre violente qui nous est faite, je pense que c'est...
Enfin, en tout cas, moi, c'est ma question du jour, plus que de savoir si on... Et au-delà même du cinéma, évidemment. Ouais. La poésie de Samizdat existait sous Staline, c'est-à-dire que il y a une petite diffusion possible, on peut faire des films avec son téléphone, mais les principales victimes de la censure, c'est le public. On coupe l'accès à. C'est l'information qui est coupée, c'est le fait de savoir que ça existe, tout simplement, que tel film existe, que les films de nos deux cinéastes existent. On ne sait pas où les voir, on ne sait même pas qu'ils existent en fait. Et alors, je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas connus. C'est ceux d'ailleurs, si vous vous rappelez, quand Justine Triet est venue prendre sa Palme d'Or, elle a insisté sur le fait qu'elle parlait pour ceux qui arrivaient derrière. Parce que qui peut déplorer l'absence d'un inconnu? Ça, c'est une phrase de Jérôme Lindon. Premier roman qui n'est pas publié pour des raisons... Comment le déplorer? C'est impossible quand on est du côté des spectateurs. C'est pour ça que la question des combats et de résistance à faire au jour le jour, et pas simplement en se disant finalement la culture va continuer et on n'a pas à s'inquiéter, il faut la mener. Et tout à l'heure, donc j'étais sur la question du tableau un peu désastreux, très désastreux pour le spectacle vivant. Il se trouve que la semaine prochaine, dans Politis, on est un hebdomadaire, hein, on n'est pas une revue, on fait vraiment du journalisme. On publie un dossier sur la situation des artistes là, juste avant les festivals. Et pour ce qui est des arts de la rue, du cirque, mais même aussi des compagnies pour Avignon, ils sont dans des situations ou des structures, ils sont dans des situations dramatiques. Le nombre de représentations diminue, les cachets diminuent, enfin le nombre de cachets, les spectacles sont revus à la baisse. À la fois dans le nombre de représentations, mais aussi artistiquement. Voilà, donc c'est une situation extrêmement préoccupante. Et puis, pour ce qui est de la censure politique, il faut que je parle quand même de l'Observatoire de la liberté de création. Bien sûr. Parce que je me disais, comme après, on ouvrira peut-être aux questions du public, mais il faut absolument parler de l'Observatoire et de son rôle. Oui, parce que l'Observatoire de la liberté de création a été créé il se trouve que j'étais l'un des membres fondateurs en 2002, parce que précisément le niveau de censure était en train de remonter. L'ordre moral est en train de s'installer. C'est une vieille histoire, hein, ça a 20 ans maintenant, 23 ans. Et l'Observatoire qui a été créé au sein de la Ligue des droits de l'homme est devenu indépendant là, très récemment, regroupe 19 organisations, et en particulier la SRF, mais pour le cinéma, il y a la CID, il y a l'Accord, 19 organisations qui vont de la CGT Spectacle, donc de syndicats, à des organisations comme l'Accord, qui réfléchissent sur le cinéma documentaire. Et ont deux axes. L'Observatoire a deux axes d'action. D'abord, avant l'action, de réflexion. On travaille en relation entre nous, il y a à la fois donc ces organisations et aussi des personnes qui sont des philosophes, des intellectuels, des critiques, des juristes, beaucoup de juristes, parce que justement l'une des actions, c'est de répondre aux attaques de l'extrême droite qui soit mènent devant les tribunaux, soit il faut attaquer ces organisations devant les tribunaux. Je rappelle qu'une chose qui est peu sue, c'est qu'en 2016 est passée une loi dont l'article 1er est, c'est très simple à se souvenir, mais la création artistique est libre. Et le deuxième article, c'est la diffusion de la création artistique est libre. La diffusion, c'est plus important pratiquement que la production. C'est pour ça que la question de l'accès du public est finalement plus importante que la production. À quoi ça sert une œuvre s'il n'est pas vu? Toute œuvre est un appel à, est une adresse à plutôt. Un livre qui n'est pas lu est un livre mort, c'est une lettre morte. Donc il y a cet axe
procédural, disons, devant les tribunaux. Et l'Observatoire se propose aussi, quand il y a des situations de conflit, de bataille, se propose de faire des médiations, c'est-à-dire en fait de provoquer du débat. Et là, je vais quand même faire aussi mon petit speech sur la critique. Parce que j'avais une citation, mais j'en ai une autre de Truffaut sur Bazin. En fait, je disais tout à l'heure que au-delà de l'ennemi woke, c'est le débat, la discussion, l'échange, qui est l'échange intellectuel, mais aussi l'échange très simple à la fin d'un film, par exemple, entre les spectateurs, de ce qu'on a ressenti. C'est ça que l'extrême droite, les droites en fait, parce que Retailleau, c'est l'extrême droite, il n'est pas RN, veulent éteindre. Et moi, je défends. Il se trouve que je suis critique depuis assez longtemps maintenant, et je défends l'idée que la critique n'est pas du tout une façon de dire ce qu'il faut penser d'une œuvre, mais c'est une proposition de lecture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une invitation à réfléchir ensemble. C'est-à-dire, en fait, à ce que le citoyen spectateur ne soit pas renvoyé à son état de consommateur d'images ou de livres, mais qu'il soit amené, invité à mettre des mots sur ses émotions, sur le chaos le chaos d'émotions qu'il a ressenti et les idées qu'il a eues en voyant une œuvre. Et ça, c'est indispensable, me semble-t-il, en particulier contre tout ce qui est injonction, l'injonction publicitaire, l'injonction, c'est-à-dire il faut voir tel film et il faut parce que c'est comme si, ou l'injonction de la censure, il ne faut pas voir tel film parce que c'est dangereux, etc., etc. Et pour moi, la critique, c'est une question politique parce que c'est le fait que le spectateur ou la spectatrice fait agir sa dimension civique, citoyenne. Il se met en relation avec les autres et crée d'une certaine façon un espace public autour de l'œuvre, avec l'échange qu'il y a entre lui, le spectateur, et les arguments qu'il peut entendre ou lire, mais aussi qu'il peut échanger avec son voisin. Et cet espace public est un espace de neutralité, d'intelligence collective. D'intelligence collective, ouais. Qui protège les œuvres et qui protège les spectateurs et les spectatrices. C'est comme ça que moi je défends la critique. La critique. Et la critique est surtout pas... Comme outil de démocratie, en fait. Surtout comme un outil démocratique, et surtout pas... Alors c'est une position un peu idéaliste, parce que bien sûr on sait que les critiques, plus ils sont influents... Soit ils cherchent à être très influents parce qu'ils sont dans des grands journaux. Bon, c'est une question de personnes, mais c'est aussi la critique a été complètement phagocytée par la question commerciale. Et maintenant, la seule question qui vaille, c'est est-ce que les critiques font vendre ou envoient les spectateurs dans les salles de cinéma. Vous dire que... Et ça, c'est un vrai... C'est de ça dont il faut s'écarter. Oui. Et alors, je vais simplement lire cette petite phrase, ce petit passage qui est le texte de Truffaut qu'il a écrit en 1958 à propos d'André Bazin. Quand André Bazin est mort, André Bazin, qui était son père spirituel, qui était un critique. Et je trouve ce passage, pour ce qui est de la critique, mais alors absolument merveilleux. Avec un cœur immense, il était la logique en action, l'homme de la raison pure, un dialecticien merveilleux. Il croyait au pouvoir absolu de la discussion, et je l'ai vu amadouer jusqu'aux agents de police les plus matraqueurs. Assisté et non affligé d'un bégaiement grâce auquel il se faisait écouter plus attentivement,
il désarmait la mauvaise foi en épousant d'abord la thèse adverse, puis en la prolongeant, mieux que l'interlocuteur n'aurait su le faire, pour la combattre enfin avec une rigueur exemplaire. C'est un modèle. C'est un jeune homme de 26 ans qui écrit ça, hein, donc c'est un peu idéalisé. C'est un texte éblouissant, enfin c'est pas éblouissant, c'est bouleversant, ce texte-là. Et il se trouve qu'il parle de la bonté d'André Bazin, il parle de cet homme rayonnant dont il a été donc le fils adoptif. Mais il se trouve qu'il y a quelques passages sur le cinéma ou sur la critique comme celui-là, et en fait c'est totalement lié. En fait, je pense effectivement qu'il y a un exercice enfin, je vais dire ça c'est horrible ce que je vais dire, parce que ça va me jeter des fleurs, parce que je suis en train de dire que moi la critique c'est comme ça que je veux la faire, mais il y a un lien entre effectivement une sorte de bonté. Bon, je dis ça parce qu'en fait je travaille beaucoup, enfin j'ai fait des livres avec Robert Guédiguian qui lui est à l'aise pour parler de la bonté, donc je peux me cacher derrière lui. Donc un lien entre la bonté et cet exercice d'échange avec l'autre, avec un grand A, qui est une considération de l'être qu'on a en face de soi, quoi. C'est tout l'inverse de tout ce qui se passe c'est clair. Actuellement. Non. Mais c'est pour ça que... Les critiques en ordre de bataille aussi, alors. Oui, ceux qui partagent... Oui. Et alors, du coup, on va donner la parole, peut-être, justement, aux gens. Ah, voilà une question. Je voudrais savoir aujourd'hui si vous considérez qu'il y a beaucoup de cinéastes qui feraient de la résistance un peu partout, pas seulement en France. Ça existe, ou est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui font que du cinéma commercial? Parce que c'est plutôt le cinéma commercial qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que vous parlez de la baisse des crédits. Je voulais vous dire qu'on a vu dans la presse que dans le Forum des images ici, ils vont avoir des baisses de crédits avec moins de personnel et moins de séances. Ah oui, il y en a aussi beaucoup. Alors je ne sais pas qui peut répondre à la question de est-ce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui résistent. Как-то звучит странно, коммерческое кино и что, артхаус фильмы или как? Какое разделение? Quelle différence, elle est où la limite entre le cinéma commercial et le cinéma d'auteur? Хичкок снимал коммерческое кино. Hitchcock faisait du cinéma commercial. «Крестный отец» коммерческий фильм. Le Parrain, c'est un film commercial. «Апокалипсис сейчас» это коммерческий фильм. Le Parrain n'est pas un film commercial et Apocalypse Now non plus. Мне кажется, что это не совсем точное противопоставление. Donc je suis pas sûr qu'il faille les opposer l'un à l'autre. Но есть режиссеры, которые находят возможность делать фильмы о том, о чем они хотят делать фильмы. Il y a juste des metteurs en scène qui arrivent à faire les films dont ils rêvent. Таких немало. Et ils sont assez nombreux. Это просто ситуация, которая всегда существовала. C'est une situation qui a toujours existé. Очень индивидуально. Très individuelle. Если говорить обо мне, то я всегда пытаюсь находить возможности. Я единственный фильм не сделал, который имеет большой бюджет. Это «Бабий Яр». Это сценарий, который уже 10 лет существует, и я не нашел деньги на это. Pour ce qui est de ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour arriver à faire les films que je voulais. Le seul film que je n'ai pas réussi à faire parce que c'était un très gros budget, c'est «Бабий Яр», en film de fiction dont le scénario existe maintenant depuis 10 ans. Если нет возможности делать игровую картину, я снимаю документальный, там меньше бюджет, и меня удовлетворяет тот бюджет, который я нахожу. Et donc, si je n'arrive pas à faire un film de fiction pour des raisons budgétaires, à ce moment-là, je fais un film documentaire et j'arrive à faire ce film documentaire dans les limites du budget que j'arrive à trouver. И если не будет денег, я буду делать фильм без денег. Et s'il n'y a pas d'argent, je ferai un film sans argent. Ну, собственно, вот таково, не знаю, такой мой ответ на вызов того времени, в котором я живу. Et en tout cas, c'est ma réponse au défi que l'époque dans laquelle on vit me lance. Мое условие продюсера, мое последнее слово. Final cut мой, я выбираю оператора, я выбираю актеров, я выбираю всех.
La seule chose que j'exige de mon producteur, c'est d'avoir le final cut et que je puisse choisir toute mon équipe qui vont des chefs opérateurs aux acteurs. В противном случае я не подписываю контракт. Sinon, je ne signe pas de contrat. Все. C'est tout. Ну, я думаю, что для каждого режиссера этот вызов существует, и каждый действует так, как он действует. Et je pense que chaque metteur en scène se trouve devant le même défi et ensuite c'est à lui de choisir quelle action il mène. Я хотел сказать еще И по вы- поводу демократии, тоталитаризма и разных условий, которые существуют для художника. Et je voulais aussi revenir sur la démocratie, le totalitarisme et les différentes conditions dans lesquelles peuvent évoluer les artistes. В советском тоталитарном Советском Союзе Dans l'Union soviétique totalitaire, очень тяжело, c'était très difficile. с большой борьбой, Il fallait mener une lutte intense, большими трудами, faire un gros travail là-dessus. но появились Mais Эйзенштейн, Зиговертов, sont Давженко, apparus Тарковский, Eisenstein, Параджанов, Zigovertov, Иосселяни, Tarkovsky, Колотозов и так далее. Parajanov, Yosseliani, Герман, Kalatozov, German, Кира Муратова. Kira Muratova. Они снимали, может быть, один фильм в 4, в 5 лет. Кира Муратова не снимала 10 лет. Ils arrivaient à faire des films parfois tous les ans, parfois tous les 4 ans, tous les 5 ans. Kira Muratova, il y a eu 10 années pendant lesquelles elle n'a pas pu faire de film. Но, тем не менее, как-то они себя, может быть, не полностью, но реализовывали. Ils sont arrivés, tous ces gens-là, à se réaliser. Peut-être pas dans leur complétude, Я mais не se говорю, что réaliser. это условие хорошее для художника. Je dis surtout pas que, bien évidemment, c'est une situation idéale pour un artiste. И я хотел обнадежить, что и в этих условиях возможно существование. Такой опыт был. Mais en tout cas, vu cette expérience qu'on a eue, c'est que même dans ces conditions-là, ces artistes-là ont réussi à faire des œuvres. J'avais juste une petite question qui me revenait, pardon. C'est dans l'invasion, la série d'épisodes, il y a le premier épisode s'ouvre pas sur ce plan, mais en tout cas, il y a un plan, un moment, un très long baiser, très beau, entre un soldat et une jeune femme enveloppée d'un drapeau ukrainien. Et j'ai deux questions très précises, pour le coup très concrètes. C'est est-ce que c'est par hasard est-ce que vous avez discuté avec eux du fait de filmer cette scène? Est-ce que vous l'avez du coup refaite et où est-ce que vous mettez la caméra? C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez la longue focale ou pas ou est-ce que vous utilisez la distance de l'œil dans cette scène ou dans d'autres, hein? Ну, это не в фильме, это короткие фильмы, которые выложены на портале Arte. Это не фильм «Вторжение», это просто короткие фильмы, которые снимались параллельно этому фильму. En fait, il y a deux choses. Il y a le film L'Invasion et puis il y a aussi les petites séquences qui sont sur le portail le portail Je parle des petites séquences. Je parle des petites séquences. Ну, так как это вообще публичное место, в любом публичном месте любой человек выставляет себя, и это, как сказать, съемка, которая позволительна, так как это публичное место. Comme ça se passe dans un espace public, les personnes se montrent et donc elles se savent filmer. Если бы я за ними La следил... caméra est visible pour elle. La caméra est... Нет, почему? Это никто не смотрит на эту камеру. Там столько камер, что это никому не интересно. Non, en fait, il y a tellement de caméras que ça n'intéresse personne de savoir quelle caméra les filme. Они забрались на танк и на танке целовались. Ils sont montés sur un char d'assaut et se sont embrassés sur un char d'assaut devant le public, devant les gens. Интим исключен. Ils se sont mis en Il spectacle n'y a pas eux-mêmes, d'intimité du tout. D'accord. Ils se mettent en scène eux-mêmes. Но что касается там оптики, это 50. Pour ce qui est de la focale, c'est du 50 mm. Donc c'est l'œil. В À peu смысле? près. Это практически глаз. Да? Oui, à peu près, effectivement. А камера рядом находилась. Oui, la caméra est juste à côté d'eux. Et vous, Alice, vous utilisez vous mettez à une distance qui est celle normale, enfin de l'œil, ou alors est-ce que parfois vous mettez la caméra un peu plus loin et vous utilisez la longue focale ou jamais? Alors, franchement, ça dépend des films. Je ne pourrais pas vous répondre aussi précisément parce qu'il n'y a pas de...
Ça dépend vraiment des films, généralement. Alors plutôt la question c'est est-ce que ça vous est arrivé de cacher un peu votre caméra? C'est une question un peu d'ordre moral du coup. Non, c'est alors ça, non. Voilà, Non, c'est ça. Ça c'est un des principes moraux effectivement auquel je ne transgresserai pas. C'est non. On sait que quand exactement. vous filmez, La présence, c'est un acte très visible. Bonsoir. Merci pour la discussion. Moi j'avais une question par rapport en fait à ce truc-là du pouvoir du cinéma, l'effet du cinéma en rapport à la montée de l'extrême droite, etc. Je me demandais en fait si vous avez eu un moment où vous vous êtes dit ah là mon film il s'est passé quelque chose par rapport à un public qui l'a vu ou je sais pas comment le dire mais je sais pas à quel point j'y crois encore on va dire au pouvoir du cinéma par rapport à ça concrètement et du coup je me disais si vous avez un rapport, une histoire concrète qui pourrait représenter ça. Ну, в принципе, странный вопрос для меня, поскольку влияние кино огромно, колоссально. Pour moi, c'est une question très étrange parce qu'en fait, l'influence du cinéma est énorme, colossale. В начале века шок производил крупный план. Au début du siècle, c'est les gros plans qui produisaient un choc. И есть немало свидетельств о том, как люди плакали, видя крупный план. Et il y a effectivement eu des témoignages sur des gens qui pleuraient en voyant des gros plans. Потому что резать тело – это буквальный акт. Parce que couper un corps pour faire un gros plan, c'est un acte То есть littéral. тело начали резать – это 19 век. Et on a commencé à couper les corps au 19e siècle. Один из первых эскизов, который был выставлен как отдельное полотно, это «Головы в корзине» Жирико. Un des premiers moments où on a justement montré un corps pas dans sa complétude, c'est un tableau de Géricault. Тело начали резать импрессионисты. C'est les impressionnistes qui se sont mis à couper les corps. То есть часть тела. C'est-à-dire qu'ils n'ont montré qu'une partie des corps. Ренуар, Тулуз-Лаутрек, то есть такая композиция. Toulouse-Lautrec, c'était une composition. И я к чему иду? К тому, что сейчас для нас это никакой не шок. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un choc pour qui que ce soit. Это нормально. Монтаж – это нормальный способ описания друг другу ситуации какой-то. Le montage est aussi une possibilité qui nous est offerte aujourd'hui pour s'expliquer mutuellement à quelque chose. Люди меняются изображениями. Это кино, влияние кино. Les gens s'échangent des images par influence du cinéma. Все изучают, как там скомпонировать, как там провести панораму и так далее. Tout le monde aujourd'hui se dit tiens, je devrais faire un travelling comme ci, je devrais faire ça comme ça, etc. Et c'est le cinéma qui les y a amenés. Новости работают с нами, нам показывают в определенной последовательности то, что хотят вложить нам в голову. Les nouvelles aussi, enfin les journaux du soir fonctionnent de cette manière-là parce qu'ils montent les images dans l'ordre dans lequel ils veulent qu'elles influent sur nous. Вы знаете, этот no comment на европейском Евровидении. Vous savez sur comment ça s'appelle Eurovision, c'est pas l'Eurovision, c'est une chaîne européenne en tout cas qui disait no comment. Euronews. No comment. Это пришло из документального кино. Ce no comment vient du cinéma documentaire. Это камера верите. C'est la caméra vérité. Которая пришла, стала частью разговора новостей с нами. Et qui est devenu le mode de discussion des journaux du soir avec nous. То есть то, что разрабатывает кино, современное кино, это язык. Язык визуальной коммуникации. Ce que développe le cinéma, c'est un langage de communication visuelle. Этот язык эксплуатируют очень мощно все политики всех стран. Tous les politiciens du monde entier exploitent ces langages-là. Посмотрите, что было на ваших экранах в начале пандемии. Regardez un peu tout ce qu'on vous a montré sur vos écrans au tout début de la pandémie. Монтаж гробов, значит, пустых улиц и людей в масках. On vous montrait des images montées de cercueils, de rues désertes et de gens masqués. На всех каналах. Et ça marchait sur toutes les chaînes. Как это ни странно, началось все это в Италии. Aussi bizarre que ça paraît, ça a commencé en Italie, à Bergame. Кто-то читал Камю.
Чума. Quelqu'un a dû lire La Peste de Camus, Там все началось в Бергамо. parce que c'est aussi à Bergame que ça a débuté. Очень образованные люди с нами беседуют. Donc ça veut dire que c'est des gens intelligents qui discutent Я avec nous. просто к разговору о том, насколько влияет кино, драматургия, театр на нашу жизнь. Et donc c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'effectivement le cinéma a une influence très forte sur nos vies. Очень Le мощное théâtre aussi. влияние. Устраивают нам публичные шоу при помощи вот постоянно идущего фильма, который называется «Современная политика». Et on nous montre effectivement aujourd'hui des shows publics qu'on pourrait qualifier de politique contemporaine. С целью склонить вас к определенным действиям. Pour vous inciter à agir tel qu'ils le souhaitent. Так что если вы меня спросите, насколько влияет кино, мощно влияет и очень подробно изучается. Et si vous me posez la question à moi, je vous dis que le cinéma a une influence énorme et c'est étudié de manière extrêmement détaillée. И все эти люди, которые этим занимаются, приезжают на Каннский фестиваль. Et tous ces gens qui s'occupent de ça viennent au Festival de Cannes. Потому что знают, что там достижение современного кинематографа. Parce que c'est là qu'est l'apogée du cinéma contemporain. Et la question, c'était aussi, est-ce qu'un de leurs films avait eu, est-ce qu'ils avaient observé un impact ou un effet, peut-être Alice, je sais pas, sur un de tes travaux Alors, moi, j'ai une anecdote très concrète, parce que après, j'en ai beaucoup, mais une anecdote très concrète, c'était donc la permanence que j'ai terminée il y a peut-être 10 ou 15 ans, je ne sais plus trop. Il faisait l'ouverture de ce qu'on appelle le mois du documentaire dans une ville, Évreux, qui était en train de basculer à l'extrême droite. Et en fait, le maire de la ville était obligé de venir pour cet événement qui a lieu dans toutes les bibliothèques. Je crois que c'est une diffusion des films documentaires au sein de médiathèques. Donc c'est un événement qui a lieu dans toutes les villes de France. Donc le maire d'Évreux, cette ville-là, donc je ne sais pas si c'était l'extrême droite, mais c'était vraiment une droite presque apparentée à l'extrême droite, a fait un discours d'introduction, non pas pour mon film, mais du mois du documentaire dans la ville, en disant, voilà, j'ai pas vu votre film, mais la question n'est pas on ne peut pas accueillir la misère du monde, etc., etc. Et je serais ravie de débattre avec vous à l'issue de la projection, parce que les films sont un espace, et je pense que votre film vous permet un débat. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suppose que je ne serai pas d'accord avec vous, mais je serais ravie d'en parler après. Et donc le film passe. Et en fait, la petite victoire et la petite joie que j'ai constatée, c'est qu'il n'y a pas eu de débat après le film. En fait, le film les a non pas désarmés, mais quasiment désarmés. Ouais. En tout cas, le film les a fait taire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans le film de possibilité de répondre oui ou non, est-ce qu'on peut accueillir ou pas la misère du monde face au regard et à l'implacabilité de la présence de ces hommes. Il y avait quelque chose dans le film qui venait déjouer en fait un attendu d'un débat qu'ils pensaient pouvoir avoir comme sur un plateau télévision. Et là vraiment je me suis dit que le pouvoir de la mise en scène n'était pas forcément de changer le monde, n'était pas forcément de faire de faire venir progressiste quelqu'un qui serait gouverné par ces idées-là, mais au moins le fait de le faire taire temporairement, c'était déjà une victoire qui n'était pas des mondes. Voilà. Moi, j'ai deux questions. Dans cette époque de régression qu'on voit un peu partout, est-ce que vous, en Ukraine comme en France, vous vous sentez libre d'aborder tous les thèmes qui vous intéressent? Ou est-ce qu'il y a des thèmes où vous dites, là, je vais avoir des difficultés, où vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez à ce niveau-là, au niveau des thèmes abordés? Oui, mais après, dans la question effectivement de la production, de la diffusion, de la possibilité de mener à bien un projet, c'est tout autre chose. La question, c'est les résistances et les obstacles qu'on peut... Qui vont apparaître forcément à partir des questions qu'on pose, les questions coloniales, les questions du racisme, etc. Enfin, moi, c'est pas que je me sens libre, pour moi, c'est une nécessité absolue, et c'est presque le fondement même de mon désir d'être cinéaste que d'aborder ces questions-là. Mais après, effectivement, où, avec qui, avec quelle diffusion, avec quels moyens, avec quelle production, ça, c'est autre chose. Et c'est, je pense, tout ce dont on a parlé durant ces 2 heures. Ну, что значит сложно затрагивать темы в Украине?
Qu'est-ce que ça veut dire aborder un thème difficile en Ukraine? В стране идет война. Il y a la guerre dans ce pays. То есть вы свободны, я свободен говорить о том, о чем я считаю нужным говорить, или там делать фильмы на темы, которые я считаю нужным делать. Je me sens totalement libre de dire ce que j'ai à dire et de filmer ce que j'ai envie de filmer. И там государство или, я не знаю, те, кто финансирует кино, свободны давать или не давать деньги на это. Et l'État, et en tout cas les gens qui financent le cinéma, sont tout à fait libres de donner de l'argent ou de ne pas le donner. Так что, если речь идет о какой-либо цензуре, то я ее не испытываю. En tout cas, si vous voulez parler de la censure, moi en tout cas je ne l'ai pas ressenti, je ne la ressens pas. Но я не живу в Украине. Mais je ne vis pas en Ukraine. C'est fini. Voilà. Eh ben merci à vous. Merci beaucoup et merci à vous vraiment.